Les enjeux ce soir de rassembler des secteurs des mondes associatifs et des mondes militants assez variés, précisément parce que l'hypothèse que confronté à des formes de répression institutionnelle communes, et donc on est très content du panel assez varié qu'on a réussi à rassembler ce soir. Donc cette initiative est issue d'une dynamique collective qui est portée par la coordination Passe en nous, l'Institut Alinsky, l'Observatoire des libertés associatives, et au-delà de tout un ensemble d'organisations en fait, comme le collectif d'associations citoyennes, Vox Public ou la CIMAD, qui il y a quelques années en fait, a constitué une coalition pour les libertés associatives, précisément pour mieux se défendre face aux attaques institutionnelles, et donc des activités avec l'idée de lancer un travail systématique d'observation de la répression associative, à savoir offrir un accompagnement juridique aux associations réprimées qui sont souvent un peu isolées face à la répression, et on a envie d'en travailler là-dessus, notamment avec le syndicat des avocats de France. Peut-être que Marion Augier pourra en dire quelques mots tout à l'heure, et au-delà de travailler en fait, de renforcer notre action d'autodéfense associative et de formation au fond des assos face à la répression. Au-delà de ça, on a envie en fait de tenter en fait un travail au niveau local avec l'idée en fait, et on pourra en discuter. On a quand même une analyse politique de la situation qui est quand même assez compliquée au niveau national. Le sentiment que le contexte au niveau national, et on se rappelle tout à l'heure avec Daniel Ogono, est compliqué, mais peut-être au niveau local, il y a des marges d'autonomie, des marges d'action qui sont possibles, et il y a des choses à imaginer pour créer un environnement institutionnel qui soit plus favorable à l'autonomie et aux libertés associatives. Bref, il y a du boulot, et c'est l'enjeu de ce soir de discuter de tout ça. Dans un premier temps, avec une table ronde qui est vraiment centrée sur les constats, faire un état des lieux de la situation, on va y venir dans un instant. Donc, je ne vais pas dresser le tableau, ça va être fait, mais je crois qu'on a tous le sentiment un tournant autoritaire depuis 2015 qui s'est quand même fortement accentué avec la multiplication des dissolutions d'associations à un rythme inédit depuis 3 ans, la création du contrat d'engagement républicain qui est venu, au fond, institutionnaliser des formes de surveillance du monde associatif, et plus largement, tout un ensemble de cas d'attaques sur des collectifs militants. On l'a vu récemment avec le traitement judiciaire, par exemple, des émeutiers en juin et en juillet dernier. L'objectif, avant de la soirée, c'est pas que de faire un constat de la situation, mais de réfléchir un peu aux ripostes qu'on peut mettre en place, de réfléchir dans quelle mesure le droit peut être une ressource quand même dans ce contexte un peu défavorable. On pourra y réfléchir tout à l'heure avec Julien Leguet de Bastille Non Merci. On l'a vu avec les soulèvements de la terre récemment, que la tentative de dissolution avait été mise en échec, au moins provisoirement. On pourra discuter aussi du cas d'Alternativa à Poitiers. Il me semble néanmoins qu'il y a un enjeu à la fois articuler une réflexion stratégique sur, au fond, les stratégies défensives juridiques et des stratégies plus offensives. Et là, on a envie d'en discuter avec vous. Dans quelle mesure le droit peut être aussi moyen de construire des contentieux stratégiques permettant de faire bouger les lignes? Dans quelle mesure aussi au niveau local, il y a moyen de construire des alternatives? Donc voilà tout ce dont on a envie de discuter avec vous ce soir, et merci encore d'être là. Qu'est-ce que ça veut dire pour le pouvoir exécutif de pouvoir prononcer la dissolution d'une association? Donc en termes d'éléments chiffrés, depuis 2017, on est à plus d'une trentaine de décrets de dissolution. On peut affiner le chiffre, si on est un peu facétieux, en regardant le nombre de dissolutions depuis juillet 2020, qui correspond à la date d'arrivée au ministère de l'Intérieur de Gérald Darmanin. Et là, on est à 19, si les calculs sont exacts. Alors, 19 dissolutions depuis juillet 2020, ça fait 19 dissolutions sur 36 mois. Donc, ça fait à peu près une dissolution tous les 2 mois. Donc, pour donner un ordre de grandeur, pour comprendre que ce chiffre, enfin, ce que veut dire ce chiffre, on peut le rapporter au fait que la possibilité pour le pouvoir exécutif de dissoudre des associations, ça existe depuis 1936. Et de 1936 à 2015, on avait à peu près 120 décrets de dissolution. On était à peu près à une dissolution tous les 18 mois. Donc là, voilà, vous voyez, c'est un petit élément qui permet de prendre la mesure
de l'accélération, qui n'est pas seulement une accélération, mais qui est une accélération spectaculaire du rythme auquel le gouvernement recourt à cette arme qui est la dissolution. Mais en fait, c'est quoi une dissolution? Je crois que ce qui est vraiment important de bien comprendre, c'est qu'une dissolution, c'est pas une sanction. Enfin, plus exactement, c'est pas seulement une sanction. C'est un anéantissement. En fait, dissoudre une association, c'est faire disparaître la personne morale. Et donc, en fait, c'est pas seulement, voilà, vous avez outrepassé votre liberté, ou vous avez commis quelque chose qui est répréhensible et que vous êtes sanctionné. C'est littéralement l'anéantissement en fait de l'association. Je crois que c'est important quand même de bien garder ça à l'esprit, c'est pas juste une sanction. Quelles sont les circonstances dans lesquelles il est possible pour le pouvoir exécutif de prononcer la dissolution d'une association? En fait, il existe une loi du 10 janvier 1936 qui a créé ce pouvoir de la dissolution administrative des associations. Cette loi est évidemment un contexte historique et politique assez particulier, puisqu'il s'agissait, c'était une loi qui a été voulue par les républicains à l'époque, en riposte à la menace sur la République que faisaient peser les ligues fascistes qui avaient culminé avec les journées du 6 février 1934. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le texte a été un petit peu élargi. Il a été ensuite possible de prononcer la dissolution des associations qui s'étaient rendues coupables de collaboration avec l'ennemi pendant la guerre ou qui entravaient le rétablissement de la légalité républicaine au lendemain de la guerre. Encore un élargissement en 1972 où on permet la dissolution des associations qui provoquent à la haine et à la discrimination raciale. Et un dernier élargissement en 1986 où on permet la dissolution des associations qui sont rendues coupables d'agissements en vue d'actes de terrorisme. Ça, c'est les motifs, donc entre 36 et 86, disons, pour lesquels le législateur a accepté qu'on puisse, que l'exécutif puisse dissoudre les associations. Le point commun de ces motifs, c'est que pratiquement tous, on va rentrer dans le détail de la discussion, mais pratiquement tous se comprennent comme une mesure extrême contre des risques extrêmes. Collaboration avec l'ennemi, le nazisme, le terrorisme, renverser la République au moyen de démonstrations de force fasciste. On peut globalement se mettre d'accord sur l'idée que c'est risque extrême, mesure extrême. Peut-être pour comprendre combien cet élargissement est problématique, pourquoi c'est problématique de gérer les questions, disons, de troubles à l'ordre public par l'outil de la dissolution. C'est un peu comme si on prenait une enclume pour assommer un boucheron, parce que, en fait, c'est pas comme si l'ordre juridique, par ailleurs, était démuni face à des choses qui s'apparentent à des violences contre les personnes ou les biens, par exemple. Il y a énormément de dispositions dans le code pénal, des dégradations, des attroupements, enfin, il y a toutes sortes d'infractions dans le code pénal qui permettraient déjà de poursuivre dans le cas d'abus de la liberté associative, de la liberté de réunion, etc. Or, la différence, elle est très importante parce que quand on poursuit des gens qui auraient fait des abus, qui auraient fait des dégradations de biens appartenant à autrui dans le cadre d'actions, y compris dans le cadre d'actions politiques, les personnes poursuivies, elles ont toutes les garanties qui s'attachent à la procédure judiciaire. Donc, il y a une intervention du juge judiciaire, il y a des garanties qui sont liées au procès pénal, alors que là, on est véritablement dans une procédure administrative où on n'a évidemment pas du tout le même type de garantie. D'autant que, et je reviens à ce que je disais à l'origine, on n'est pas seulement en fait dans une logique de sanction, mais bien dans une logique d'anéantissement. Donc voilà quelques mots pour lancer sur la dissolution. On va considérer qu'une répression à la liberté d'association, c'est tout ce qui va venir entraver notre capacité d'agir. En partant de là et en regardant l'histoire très récente, en tout cas les 20 dernières années de la CIMAD, on a pu faire face à plusieurs attaques qui viennent de différents endroits. On peut penser par exemple, la CIMAD intervient dans les centres de rétention, c'est un marché public. Régulièrement, depuis 2008, le gouvernement tente de faire taire l'ensemble des associations qui interviennent au sein des centres de rétention, de leur interdire de s'exprimer sur ce qui se passe dans les centres, de leur interdire de témoigner. La CIMAD, on est une association avec beaucoup de juristes. Ce qu'on aime bien, c'est le contentieux. Donc, c'est un contentieux qu'on a porté en 2008, qu'on a gagné. Ça n'empêche pas le gouvernement de revenir à la charge dans les nouveaux marchés, mais en tout cas, ça fait partie des premières répressions qu'on a identifiées. On pense aussi, évidemment, quand on parle de la CIMAD, à la criminalisation des militantes et des militants, notamment aux frontières, les poursuites judiciaires
le discrédit qui pèse sur les militants qui font des maraudes solidaires, qui sont actifs dans le Briançonnais, qui sont actifs à la frontière franco-italienne ou encore à Calais. On pense aussi, comme beaucoup d'associations, au non-renouvellement de subventions, parfois conséquentes, plusieurs dizaines de milliers d'euros, sans justificatif, sans accompagnement non plus à la fin de la subvention. Et on constate, qui sont en tout cas parfois concomitantes à un changement de couleur politique dans une région. Voilà, donc ça, c'est peut-être plutôt sur le côté atteintes qui viennent de l'État, de l'administration, et qui vont venir toucher à la fois la structure, les salariés et les militants. Mais depuis quelques années, l'une des répressions qu'on observe et qui nous inquiète énormément, c'est celles qui vont venir aussi de l'extrême droite et des groupuscules d'extrême droite, ou qui sont foncièrement opposés à notre lutte, à nos combats, à nos valeurs. On parle de pression sur des interlocuteurs, des partenaires, de frein à l'intervention de la CIMAD dans des lycées pour parler des migrations et de discrimination, parce qu'il y a des prises à partie des établissements scolaires qui vont engendrer une forme de peur et qui vont venir porter atteinte à ces partenariats-là. On parle de pression sur les militants et les militantes qui sont pris en photo dans des manifestations par des militants d'extrême droite. On parle de dégradation des locaux, on parle de prise à partie sur les réseaux sociaux, de vidéos de tournées devant nos locaux, d'accusations d'être des passeurs, de faciliter les agressions sexuelles en accompagnant les personnes étrangères, etc. Donc, un ramassis d'insultes et d'ordures racistes. On parle aussi, c'était difficile pour moi de venir ce soir sans parler de ce qu'on a pu vivre à Mayotte il y a quelques années, il y a 2 ans, où un collectif de défense des intérêts des citoyens de Mayotte a séquestré des salariés, des bénévoles de la CIMAD dans nos locaux pendant quelques heures, bloqué l'accès à nos locaux pendant plusieurs mois, nous accusant de faire le jeu des passeurs, de faire de la traite des êtres humains entre les Comores et Mayotte, d'être responsable de la pauvreté du département de Mayotte, c'est qui est incontestable, mais la CIMAD n'en est pas responsable. Et des accusations qui ont été évidemment reprises par le Rassemblement national, relayées sur les grandes chaînes de télé, etc. Et donc, toutes ces attaques-là, qui viennent de l'État, qui viennent de l'extrême droite, ça a des conséquences. Ça a des conséquences à la fois sur notre structure et je pense sur l'ensemble des structures associatives, c'est-à-dire qu'on va consacrer de l'énergie, et du temps, des ressources humaines, financières, matérielles, à chercher une stratégie, à se défendre, à communiquer en interne, en externe. Ça va avoir des conséquences aussi dramatiques sur les militantes et les militants, qu'ils soient bénévoles ou salariés. Ça va générer de la peur, du découragement, des engagements, parfois des départs. Pour nous, en tout cas, moi, mon analyse, c'est qu'auparavant, on réagissait un peu plus partout. C'est-à-dire qu'on constatait une répression, on se mettait en ordre de bataille, on choisissait une stratégie, on la mettait en œuvre, et puis ensuite, on passait à autre chose. Depuis la loi séparatisme, depuis la montée de l'extrême droite, on est sur un autre cran. On commence à se dire qu'en fait, il faut qu'on réfléchisse en profondeur à une stratégie interne et interassociative sur comment est-ce qu'on prend en compte ces données-là dans cette nouvelle société et comment est-ce qu'on s'arme pour être prêt et pour peut-être passer aussi moins de temps à définir une stratégie, à plus être sans cesse dans la réaction et dans l'autodéfense, mais aussi à être dans la proposition dans la construction d'alternatives, et essayer de reprendre un pas d'avance. Peut-être se redire, en tout cas en cas d'attaque, c'est peut-être le moment pour en tout cas partager nous notre expérience. Ce qu'on a toujours trouvé précieux, c'est la mobilisation de plusieurs leviers simultanément. C'est-à-dire qu'en cas d'attaque, penser à mobiliser à la fois le levier politique, d'interpeller les élus, que ce soit des collectivités territoriales ou des élus nationaux, d'interpeller aussi parfois l'État ou l'administration pour remettre les responsabilités au bon endroit, chercher des alliances, peut-être aussi parfois construire des nouveaux partenariats pour prendre cette question-là sur le long terme, mobiliser le levier médiatique, évidemment, alors seul ou en interasso, et puis s'appuyer, je pense, sur les réseaux locaux, on l'a beaucoup dit, la solidarité interassociative, le fait on a parlé tout à l'heure de fonds de dotation au fonctionnement, nous, quand on nous a empêché d'accéder à nos locaux, on a aussi sollicité l'interassociatif à Mayotte pour trouver des locaux pour héberger ne serait-ce que les salariés dont c'était le bureau. Donc, pensez à tout ça. Et puis, peut-être sur le long terme, en tout cas, la question qu'on se pose, la stratégie, c'est donc à la fois, évidemment, la question des financements. Comment est-ce qu'on les diversifie? Comment est-ce qu'on se sent plus pieds et poings liés par un bailleur et dépendant d'une couleur politique à un moment donné? Et une deuxième question, plutôt sur la question de l'extrême droite, c'est comment est-ce qu'on invente nos discours, comment est-ce qu'on construit de nouveaux discours pour toujours ne plus être que dans la réaction
face à des discours xénophobes, racistes, antisolidaires, mais comment est-ce qu'on a encore un pas d'avance pour continuer à apporter une vision alternative de la société. Nous, un problème auquel on est confronté en syndicat, c'est les problèmes liés aux manifestations, parce que c'est un de nos outils parmi d'autres, un des outils des syndicats, c'est les manifestations, et donc on est en but depuis pas mal de temps, depuis le temps que dure les dissolutions, avec la même durée, on est en but aux interdictions de manifestations qui sont maintenant massives. On est un syndicat qui est assez visé, et on a pas mal de camarades encore hier à Bourges qui se sont fait, qui se font malmener, vraiment ciblés. Bien souvent, on a des problèmes de locaux syndicaux qui ne sont pas abordés, et ça pose des problèmes pour l'accueil des adhérents. Et, donc aussi, c'est un des gros soucis. Il y a, en termes de liberté associative, il y a effectivement celles qui sont visibles, qui ont été beaucoup médiatisées, mais moi je voudrais surtout revenir aussi sur celles qui ne le sont pas, mais qui clairement subissent, notamment dans les lieux, dans les villes, localement, de quelle manière on peut aujourd'hui effectivement les disqualifier sans passer par la dissolution, c'est-à-dire en essayant de les épuiser, en essayant tout simplement de les diaboliser, de criminaliser, en ayant plein d'exemples. Roubaix, une association qui milite, qui n'est pas plutôt en accord avec les élus locaux, on essaie tout simplement de les faire passer pour des extrémistes, des communautaristes, et on les pointe du doigt pour que du coup on leur les subventions, on les sort de leurs locaux, et on fait en sorte effectivement qu'ils ne soient pas soutenus localement par d'autres structures associatives. Et le pire de tout ça, c'est que ceux qu'on traite de communautarisme, pour faire leur réunion, comme disait notre ami, c'est le prêtre qui prête sa paroi pour les réunions, et ils seront financés par la Fondation Abbé Pierre. Donc, en termes d'excuses, ou d'essayer de trouver effectivement le fait de les criminaliser, je pense que de ce côté-là, les arguments ne tiennent pas la route. Je suis pas un cadre en danger, pareil, une association qui travaille avec les jeunes, qui milite dans les quartiers, qui fait en sorte que cette jeunesse, effectivement, elle soit plutôt perspective d'avenir. Parce que localement, ça se passe pas bien. Pareil, on n'est pas d'accord sur les bords politiques. On partage pas les mêmes valeurs. Et on les sort de leurs locaux, et puis qu'est-ce qu'on fait? On installe une police municipale à l'intérieur de nos locaux. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous battez pour les jeunes, nous, on va venir apporter une autre réponse précise, et ainsi de suite. Pareil, à Saint-Étienne, des habitants qui clairement vivent dans un quartier, il y a un centre social qui existe. Ce centre social, il est porté par un conseil d'administration qui en fait très éloigné de ses habitants, qui est clairement vieillissant, qui n'est pas du tout en phase avec ce que les habitants attendent et demandent. Ils adhèrent, prochain âgé, ils présentent, ça gagne, et puis à partir de là, ceux qui sortent commencent effectivement la machine infernale, en alertant la CAF, en alertant la préfecture, en alertant le maire, et rebelote. C'est une forme de communautarisme qui s'installe. Attention, ça va être plutôt un centre social stabilisé. Et donc, c'est toutes ces formes-là qui, clairement, localement, viennent impacter ces bénévoles, ces militants, même si, clairement, ils sont au service des habitants, parce qu'aujourd'hui, les associations elles sont devenues des sous-traitants du service public. Il ne faut pas s'étonner, c'est eux qui suivent les familles, c'est eux qui accompagnent sur du droit commun. On l'a vu pendant la crise du Covid, ceux qui étaient les premiers de cordée, comme on disait, ces habitants et ces associations qui ont apporté énormément d'aide à ces habitants. On a tendance un petit peu à oublier que sans ces personnes-là, peut-être que l'économie française serait vraiment responsable. Le séparatisme, en réalité, commence quand les services publics ne sont plus à la hauteur. Quand les écoles ne sont plus à la hauteur. Quand on ne se sent pas protégé. Quand on n'a pas accès à la santé. Quand on n'a pas accès à l'emploi.
contre parce qu'on n'a pas la même couleur de peau, ou est-ce qu'on habite dans un quartier qui malheureusement géographiquement fait parler de lui, eh ben, c'est là où on commence à disqualifier une bonne partie de ses habitants. C'est trop facile pour ceux qui aujourd'hui nous parlaient de communautarisme en nous expliquant qu'en gros, ce qui est en train de se passer dans ces quartiers, c'est pas normal. La vraie question, c'est de se poser la question pourquoi on en arrive là. C'est juste parce que ceux qui sont aujourd'hui dans ces quartiers-là, malheureusement, ils n'ont pas choisi d'être tous et d'habiter dans ces quartiers-là. Il y a bien des gens qui décident, qui clairement ont des stratégies de faire en sorte que ces habitants soient là et que derrière, malheureusement, effectivement, on commence à avoir ses propres règles. Ça veut dire qu'on ne respecte pas les lois de la République, ou bien au contraire. Je pense que ces habitants sont des citoyens à part entière et par part, mais on fait tout ensemble pour qu'à un moment ou un autre, et là, on ne les considère pas en tant que tels. Et c'est la même chose quand on vit et qu'on subit au niveau associatif dans différents quartiers de France. Donc, il faut continuer effectivement à agir, il faut continuer à s'organiser, il faut à un moment ou un autre politiser cette question-là. Et il faut qu'on soit effectivement plusieurs à la porter. Et tant mieux qu'aujourd'hui, en dehors des quartiers, qu'on soit à pouvoir créer cette forme de coalition pour pouvoir se faire entendre. Parce que des fois, on se sent peut-être un peu seul, et je pense qu'il y a plusieurs, si on politique certaines choses, peut-être qu'on arrivera en tout cas peut-être à bouger les lignes. Voilà. Merci. Justement, on doit utiliser, s'emparer du droit pour aller de l'avant, pour en faire quelque chose qui est connu de tous, qui est accessible à tous, et surtout qui a un moyen de combat plus qu'un moyen de défense. Alors, connu de tous, je pense qu'on ne peut pas lutter efficacement si on ignore la loi sur la base de laquelle on réprime. En particulier en matière de financement des associations, je sais que c'est une des dimensions qui est au cœur de la répression institutionnelle. Il faut avoir en tête que jusqu'au contrat d'engagement républicain, il y avait une très large marge d'appréciation octroyée aux autorités pour décider d'un financement, mais il fallait encore démontrer en cas de refus que ce refus était justifié par un motif d'intérêt général. Ce qui veut dire, ce qu'on oublie, c'est qu'une autorité, une collectivité ne peut pas vous refuser une subvention au motif que vos positionnements politiques, la manière dont vous avez mis en œuvre vos actions ne leur conviennent pas. C'est pas ça, un refus de subvention qui est justifié par l'intérêt général. Alors, on parle de refus de subvention. Maintenant, on a des hypothèses de refus qui sont beaucoup plus larges, puisque depuis la loi du 24 août 2021, il y a désormais un contrat d'engagement républicain qui s'ajoute à cela et qui permet de refuser, de retirer une subvention lorsque l'activité, les modalités d'activité ou l'objet de l'association sont soit illicites, soit incompatibles avec les engagements du contrat d'engagement républicain. Dans sa logique, la logique qui sous-tend ce contrat d'engagement qui est d'auto-dissuader les associations pour qu'elles modifient leur comportement de manière à être sûres que ça ne va pas rentrer en contradiction avec les engagements tels qu'ils sont regardés par les autorités publiques. Donc, c'est une forme de dissuasion, autodissuasion des associations, également dissuasion des collectivités qui vont nécessairement se dire on ne va pas financer telle ou telle collectivité qui est trop militante, qui a des formes d'action trop subversives parce que le préfet va me tomber dessus pour que je retire ensuite les subventions. Tout ça, cette logique-là, qui est simplement l'achèvement, ou peut-être malheureusement la continuité, j'espère que ça s'arrête là, de cette logique de criminalisation des activistes, des militants, cette logique-là, il faut avoir en tête qu'elle est contraire au droit international. Le droit international, et je pense en particulier à la Convention européenne des droits de l'homme, considère que pèse sur les États une obligation positive renforcée s'agissant des associations qui militent pour les droits des minorités, qui militent pour les droits de l'homme, qui militent pour la préservation de l'environnement, parce que précisément, selon la Cour européenne des droits de l'homme, ces associations assument un rôle de chien de garde de la société démocratique similaire à celui de la presse, parce que précisément, elles ont pour objet d'attirer l'attention de l'opinion publique sur des sujets d'intérêt général. Et la Cour européenne des droits de l'homme dit qu'au contraire,
les États doivent veiller à ce que leur législation, à ce que leurs choix budgétaires ne mettent pas en péril le bon fonctionnement de ces associations. Donc, ce contrat d'engagement républicain, on le voit, il y a tant à dire et il faudra que tous nous connaissions très bien pour pouvoir anticiper et pour pouvoir le combattre au mieux. D'abord, tenir la garde. Tenir la garde et ne pas tomber dans les pièges que vous tendent les autorités actuellement. Je m'inquiète de cette demande qui revient de plus en plus, qui est « donnez-nous le nom des membres de votre association ». Ça, c'est illégal. Donc, vous ne donnez pas de documents, d'informations de manière spontanée quand vous avez un doute. Ne rentrez pas dans ce piège-là. Tenez la garde. Tenez la garde, cassez la distance. Casser la distance, je parle avec la presse, déjà. Ne pas hésiter à le faire systématiquement. Vous demandez le retrait de l'article qui vous met en cause, vous menacez de NIFA et vous demandez subsidiairement à avoir un droit de réponse. Faites-le systématiquement parce que tôt ou tard, ça vous reviendra sur le point du nez. Et s'agissant de l'administration, il faut également, dès que vous avez une décision défavorable, un refus de coût, un refus de subvention, il faut demander les motifs de cette décision. L'administration a l'obligation de vous les donner et ça vous aidera potentiellement par la suite. Et puis donc, après avoir cassé la distance, on contre-attaque. On contre-attaque et pour ça, vous avez une série d'instruments qui sont accessibles à vous tous. Vous faites une demande de communication des documents administratifs. Et là, vous demandez la liste des associations qui ont été subventionnées, la liste des associations qui n'ont pas été subventionnées. Vous demandez les documents budgétaires, les comptes rendus des délibérations. Regardez en particulier chez les collectivités de droite et d'extrême droite leurs vidéos de conseils municipaux, etc. Parce qu'en général, on a des bonnes surprises. Et là, avec tous ces éléments, on est plus à même de mettre en avant un comportement discriminatoire de l'autorité publique vis-à-vis de l'association. Cette compagnie Arlette Moreau, c'est une petite compagnie d'art vivant qui a eu des subventions publiques et qui aujourd'hui se les voit retirer au motif qu'elle fait des sketchs un peu happening qui sont un peu trop subversifs, c'est-à-dire qu'elle a tourné en dérision, en ridicule la personne du préfet, en parlant notamment des bassines. Et ce simple fait conduit aujourd'hui à considérer l'administration, à considérer qu'elle s'est écartée du contrat d'engagement républicain. Elle n'a fait que des sketchs. Et là, on ne peut pas laisser les gens y aller seuls. On ne peut pas laisser des petites compagnies, des petites assos qui n'ont pas les moyens d'y aller seuls. Il faut nécessairement se mettre ensemble. La question de l'intervention à la source, enfin, une des sources, c'est-à-dire la source parlementaire législative, elle est aussi importante et je crois que de la même manière qu'il faut se saisir de la loi, de la justice, qui sont compris comme institutions censées être les garants de nos droits et de libertés fondamentales, en tant que commissaire aux lois et qui a découvert cette matière-là de la jurisprudence, etc. J'appuie vraiment ce qui a été dit et sur le fait de se saisir collectivement de l'outil du droit, de construire un rapport de force avec des élus, quand ces élus portent les mêmes revendications, ou à l'encontre d'élus qui sont sensibles en vérité aux campagnes d'interpellation par mail, aux collectifs qui viennent demander, parce que je pense que par exemple les associations, elles n'ont pas juste comme elles doivent se saisir comme interlocuteurs, pas simplement l'administration, mais aussi les élus, aller voir les députés, parce que en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'association, les députés ont des comptes à rendre à tous ces organisations du mouvement social, du mouvement associatif. Et donc, demander des rendez-vous avec des députés, organiser des remises de pétitions, par exemple, aux permanences des députés, ça joue. Je crois que ce pouvoir d'interpellation-là, il est réel et il joue aussi dans le fait d'affaiblir les tentatives quand on dit que les citoyens, les associations vont aller voir ce qu'ont voté le député sur cette mesure. Donc l'attention portée, y compris au débat parlementaire,
joue de ça et joue dans le sens, je pense, de mettre une pression bienvenue, positive, dans les choix ensuite que les élus devront assumer. Je pense que c'est du même ordre que l'intervention, vous évoquez la question des conseils municipaux, on en parlera par ailleurs, mais le fait de participer, de s'inviter dans les cadres municipaux, de conseils, etc., dans tous ces espaces du pouvoir où se débat et se décide, en vérité, ces lois, je crois que ça, c'est un outil, c'est une mode d'action qu'on doit affiner, qu'on doit développer, y compris en lien avec les élus, parce que nous, de là où on est, on peut aider à ouvrir des brèches, à travailler ensemble. Et le dernier point sur lequel je voulais mettre l'accent, c'est en référence à la mobilisation récente qu'il y a eu autour des mots d'ordre, notamment de lutte contre les violences policières, récemment avec la manifestation du 23 septembre, parce que un des mots d'ordre aussi dans cette mobilisation portait sur la question des droits et des libertés fondamentales. Et je crois que ce type de cadre, un cadre qui allie force politique, force associative, syndicale, c'est aussi un cadre, le type de cadre dont on a besoin en vérité pour mener cette bataille, pour coordonner y compris les stratégies des uns et des autres, de pouvoir être autour de la table. Et ça, j'en parle pas simplement nationalement au niveau des états-majors, comme on dit, mais aussi localement, le fait de développer ce type de cadre, on dit voilà comment on s'organise, comment on se répartit le travail, comment on coordonne la circulation parlementaire avec le contentieux juridique, etc. Je crois que c'est le type de front social, politique, associatif dont on a besoin si on veut que la riposte qu'on élabore ait le maximum d'effet et le maximum d'impact. Il faut cette coordination parce que c'est pas simplement la somme de nos actions individuelles qui permettra ça, mais c'est une action avec un objectif commun. Je ne parle pas en termes partisans ou en termes d'étiquette, mais voilà, l'objectif de faire échouer telle proposition loi ou de faire avancer telle autre ou telle mesure, il faut qu'on l'élabore et qu'on construise ce rapport de force ensemble, en discutant, en se coordonnant, en se donnant des rendez-vous communs et en étant présents les uns aux côtés des autres dans cette bataille, dans la rue ou dans les institutions. Alors moi, du coup, je suis à la fois, quand je vais vous parler d'un cas pratique qui est à la fois l'illustration du constat que tout le monde dénonce tout à l'heure, mais là, je vais essayer, voilà, un cas d'école qui démontre très concrètement les effets, les menaces, les leviers, et puis les attentes qu'on a pour la suite aussi en termes de combat. En septembre 2022 se tenait le village des alternatives organisé par Alternativa, donc c'est une manifestation, clairement, c'est pas la première à Poitiers, ça se passe dans de nombreuses villes en France, donc c'est une manifestation festive, conviviale, qui vise à promouvoir les alternatives du quotidien dans la mobilité, l'alimentation, tout ce qu'on veut. Et la ville de Poitiers a soutenu l'organisation de l'événement. Voilà. Quelques jours avant cette manifestation, donc avant, je reçois un courrier de la préfecture qui demande à la ville de retirer sa subvention, de retirer donc notre subvention à Alternativa au motif qu'elle serait, je cite, manifestement incompatible avec le contrat d'engagement républicain. Pourquoi la préfecture demande précisément le retrait de la subvention? C'est parce que dans le festival était organisé deux ateliers, enfin deux, clairement sur plus d'une centaine, de formation à la désobéissance civile. Inutile de préciser que c'était une formation théorique, voilà, il n'y avait pas de comment sanctionner avec une etc. C'était une formation purement théorique, et de fait, la manifestation n'a généré aucun trouble à l'ordre public à Poitiers. Et par ailleurs, je rappelle quand même au passage que la désobéissance, formation théorique à la désobéissance civile, et que la désobéissance civile est par essence non violente. Donc on parle de quelque chose qui n'est pas a priori propice à entraîner des troubles graves ou violents à l'ordre public. Donc suite à cette demande de la préfecture, j'ai fait voter au conseil municipal de Poitiers le maintien de la subvention. On a refusé de la retirer, avec 3 arguments principaux. Le premier, c'est qu'on ne peut pas préjuger de l'illégalité d'une manifestation avant même qu'elle se tienne. Imaginez le glissement, c'est-à-dire que sur la base simplement du programme d'une manifestation, désormais un préfet pourrait dire non, ça c'est illégal. Avant, il fallait quand même, c'est ce que vous l'avez dit mieux quoi, mais démontrer que c'était illégal. Maintenant, c'est avant même, a priori, on peut censurer une manifestation associative. Deuxième argument,
je considère que parler de désobéissance civique dans l'espace public, c'est pas interdit. Ça rentre dans le cadre de la liberté d'expression, sinon encore une fois imaginer les dérives. Troisième argument, parler de désobéissance civile, ce n'est pas inciter à produire des actions manifestement contraires à la loi, en l'occurrence c'était en des débats mouvements. Donc c'est assez marrant que finalement le cœur du contentieux va peut-être se nicher là-dedans. Qu'est-ce qu'un débat mouvement? Enfin bref. Mais donc parler de désobéissance civique, ce n'est pas inciter à engendrer des troubles graves à l'ordre public, sinon encore, si on tire le fil, que font Martin Luther King dans le livre L'Histoire, que font Gisèle Halimi dans le livre L'Histoire, quand même aujourd'hui, jusqu'à présent, en tout cas, il était unanimement reconnu les avancées qui avaient permis d'obtenir la désobéissance civile en matière sociale, en matière écologique. Donc, on en vient à se demander si c'est pas le principe même de résistance qui pose problème, mais si on en vient à se demander ça, c'est méga dangereux pour la réécriture de toute notre histoire, de tout le récit collectif et enfin, voilà, les fondements de notre République finalement. Donc en somme, on considère que l'atelier de formation à la désobéissance civile rentre dans le cadre de la liberté d'expression et qu'il n'y a pas à remettre en question le droit d'Alternativa de bénéficier des fonds publics pour autant. Ça rentre dans le cadre de la liberté d'expression et ça rentre dans le cadre des libertés associatives telles que définies par la loi de 1901, qui font tout autant partie des valeurs de la République. Enfin, il ne faut pas qu'on se laisse kidnapper la notion de valeur de la République par celles et ceux qui voudraient accoler uniquement le principe d'une laïcité extrêmement fermée, ferme, de respect de l'ordre public. Non. En France, les valeurs de la République, c'est aussi les libertés fondamentales, les libertés associatives, la liberté d'expression, qui sont notre socle de la République à nous. Et voilà, c'est ça qu'on défend à travers donc ce contentieux, puisque bien sûr, on est désormais on est allé au tribunal administratif de Poitiers. La ville de Poitiers, soutenue en intervention volontaire par deux types d'associations qui se sont jointes de manière volontaire au contentieux, une partie pilotée par la LDH, donc plutôt sur les libertés fondamentales, et une partie plutôt d'associations environnementalistes comme Greenpeace, etc. Donc c'est donc un cas d'école parce que ça démontre clairement que cette loi qui par ailleurs n'a strictement rien permis de plus que ce qui existait déjà pour lutter contre le séparatisme religieux, enfin, c'est un autre débat, mais clairement il n'y a rien eu là-dessus. Par contre, on voit qu'elle s'applique en premier lieu aux associations écologistes en l'occurrence, mais pas seulement, le planning familial par exemple. On a aussi fait les frais dans d'autres régions. Et donc voilà, pour finir, au-delà de la description de ce cas, je souhaite vraiment nous alerter collectivement, ça a déjà été fait, mais disons en rajouter une couche sur les conséquences et les risques de cette interprétation de la loi. Parce qu'en fait, l'affaire de Poitiers va faire jurisprudence, c'est-à-dire qu'elle va donner une interprétation définitive de cette loi qui va s'appliquer de fait à tous les autres cas ensuite. Donc c'est voilà, c'est nous, mais de fait c'est une affaire méga importante. Donc les conséquences de cette interprétation de la loi qui pourrait être rendue par le tribunal administratif pour aujourd'hui et encore plus pour demain, ça a été dit par Daniel très bien, mais à l'heure où l'extrême droite est littéralement aux portes du pouvoir, c'est absolument pas ce qu'on souhaite, mais cette loi est un outil extrêmement dangereux, il n'y aurait rien à changer, je suis complètement d'accord, pour faire advenir une politique beaucoup plus autoritaire que celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc le premier risque, c'est que c'est un outil qui ouvre la porte à une interprétation totalement discrétionnaire et politique sur ce qui rentre dans le cadre des valeurs de la République et ce qui n'y rentre pas. Là, le préfet de la Vienne considère que la désobéissance civile est hors du champ des valeurs de la République, sur aucune autre base que celle-ci. Enfin, donc imaginez demain l'extrême droite au pouvoir qui a la liberté totale pour décréter ce qui rentre dans le cadre des valeurs de la République ou ce qui n'y rentre pas. Deuxième risque, qui est plutôt propre aux collectivités, c'est le rétablissement d'un contrôle a priori et en opportunité de l'État sur les actes des collectivités. Et enfin, le troisième risque, qui est plus qu'un risque, et c'est avéré, c'est le risque bien sûr qui pèse sur les associations, qui voient donc à travers ce contrat d'engagement républicain, cette loi, une menace très lourde sur les moyens publics dont elles sont pour beaucoup dépendantes, enfin, dans le bon sens du terme, quoi. C'est un partenariat qui peut aussi être très fructueux. Une menace directe, si par exemple on m'oblige finalement à retirer ma subvention, mais le plus pernicieux, c'est la menace indirecte, qui se manifeste déjà, c'est-à-dire que de nombreuses collectivités, par crainte de représailles de leur préfecture de l'État, vont pouvoir s'auto-censurer et renoncer à donner des soutiens à des associations perçues comme subversives, alternatives à autres, qui jusqu'à présent bénéficiaient de toutes les conséquences. Et ça se produit déjà, on le sait. Il y a quelque chose qui dysfonctionne, même dans notre rencontre ici, selon moi, pardon si j'offense, pardon si je bouscule, et j'enlève le pardon, comme c'est Abdelmalek Sayad, il faut arrêter de dire pardon quand on est issu d'immigration, c'est un travers qu'on a, ce qui paraît, c'est une dingue. Au niveau du Sénat, les amendements qui sont arrivés, certains n'ont pas été tenus, c'est trop, notamment un qui nous a fait signer du nez à Fauteuil. Il était question, par exemple, d'interdire dans les mariages, dans le cadre de cette loi séparatiste, les drapeaux étrangers
et les youyou. Notre maire qui suit les débats de près, l'a posé lui dans un décret municipal pour que les mariages chez nous à Argenteuil puissent se faire sans qu'il y ait de youyou et de drapeaux étrangers. Ce qui chez nous, c'est impossible. Moi, séparatiste, nous a pourri la vie, y compris dans le silence médiatique le plus absolu. Ça, c'est un des. Le maire nous a interdit ce qu'on appelle les fêtes annuelles des associations, etc. C'est la fête de rentrée de septembre. Ils nous ont interdit le stand à nous et à l'association des solidarités avec les sans-papiers du Val-d'Oise. Sous prétexte d'AFP, Association de solidarité palestine Argenteuil, sous prétexte que ça ne s'adresse pas aux Argenteuillais. On est solidarité palestine, tu vois le truc. On a attaqué en justice, on a encore gagné. Laissez bien dans ce contexte d'islamophobie structurelle, systémique dans cette société-là, que cette fois est passée. On n'a pas été à la hauteur. Autant on est très satisfait du mouvement de solidarité qu'on a été c'est une menace de suppression des subventions et on va augmenter de 50% le nombre d'adhérents et d'adhérentes, et c'est heureux et c'est très bien, et il faut les soutenir. Par contre, de dire que quand il y a eu la loi séparatiste qui est passée, je peux vous dire, on organisa quelques-uns la manifestation à Paris, mais on a créé une atmosphère délétère et dans laquelle un certain nombre d'entre nous, qui entre nous, associations, militants, militantes de quartier, etc., eh bien, nous étions seuls. Même pire que ça, certains et certaines étaient d'accord avec le fait de casser les portes et de faire disparaître le CCIF, qui était la plus grosse association antiraciste de France, voire d'Europe à un moment donné, en tant qu'adhérent, pareil pour le pied, etc. Il y a un problème déjà en amont, qui est ce racisme systémique, endémique, on pourrait dire, qui est l'islamophobie. Et comme nous n'avons pas su répondre collectivement à cette loi séparatiste, alors que nous avons su, lorsqu'il y a eu la loi sécurité globale, juste quelques mois avant, on a fait reculer le gouvernement, notamment sur un des articles qui nous empêchait de filmer la police. Cet article de loi a disparu. C'était une victoire contre la loi sécurité globale. C'était bien, fallait la mener. On était tous et tout ensemble. C'était très très bien. Cet article 18 est revenu sur l'article 36 dans la loi séparatiste qui nous empêche maintenant dans les quartiers de filmer la police pour qu'ils font ça. Et globalement, ça a fermé sa gueule. Parce qu'on a un problème aujourd'hui, il faut le dire, c'est la césure entre certaines catégories de la population ségrégées dans des endroits qu'on appelle les quartiers populaires pour les détruire. On fait de combat, là où il y a des femmes de familles monoparentales, parce que c'est là où c'est moins cher, là où il y a les arabes, les noirs, les pauvres, etc. Bon, c'est ça. Et il y a une césure entre ceux et celles qui vivent dans ces quartiers-là. Et c'est pas qu'ils cultivent le séparatisme. Ils sont là parce que c'est là où on les envoie, c'est là où les loyers sont les moins chers, etc. Et puis, une grande partie de la société. Il n'y a pas plus unitaire que nous. Tu sais pourquoi? Parce qu'on se repose comme ça, en fait. On n'a pas le choix. On est tellement minoritaire dans les minorités des minorités, on a intérêt à faire en sorte qu'on soit nombreux et nombreuses. Donc nous, il n'y a pas de problème, on travaille avec tous et toutes celles qui passent. Et pour le dire très simplement, il y a eu, vous avez vu, cette belle mobilisation du 23 pour nos libertés publiques, c'est ce qui doit se faire, pour nos libertés publiques. Quand il y a eu la sortie sur la Abaya en septembre, vous n'avez pas prévu ça en juillet. Ça faisait 2 mois qu'on préparait le 23. Il y a la sortie sur la Abaya. Je demande à ce qu'il y ait un amendement à notre texte qui dit juste la chose suivante. Nous condamnons les propos islamophobes du ministre de l'Éducation nationale sur la Abaya. C'est facile. C'est pas très compliqué. C'est même pas très violent. Ça fait pas trop islamo-gauchiste. Et bien on nous a dit dans le cadre de ces 200 engagements, c'est pas possible. Nous devons faire l'unité, c'est très important l'unité. Reste la question sur quelle base? Pour nos libertés publiques. Quand commence nos libertés publiques, où est-ce qu'elles s'arrêtent? Et quand je dis qu'elles s'arrêtent, au sens propre et figuré. À partir de qui ça s'arrête en fait? C'est ça le problème. Je ne parle pas de quoi, je parle de qui. Autrement dit, pour dire autrement, toi tu es libre de ne pas te faire contrôler par la police 1000 fois par jour. Moi, les enfants, on n'est pas libre de ne pas se faire contrôler par la police 1000 fois par jour. Et c'est ça la différence. C'est que cette liberté se conjugue de manière différente selon nos histoires. Et nous ne voulons pas opposer les unes aux autres. Nous sommes dans l'arc de force. Je veux dire, on a intérêt pour sauver nos bons sans propre et figuré. Cette manifestation du 23, nous étions, pardon de dire, que dans le premier bloc des quartiers populaires, on a craché tout ce qu'on pouvait contre cette interdiction de porter la abaya. Mais pardon de dire que dans le bloc 2, syndicat et associatif, eh bien, c'était une autre ambiance. Aujourd'hui, ceux et celles qui vivent et qui militent dans les quartiers, auprès des quartiers, je ne sais pas comment le dire, on n'est pas reconnu comme acteur et actrice politique. On n'est pas reconnu. Ça ne veut pas dire que des fois, on n'entend pas le micro, machin, c'est pas ça.
On n'est pas reconnu pour des combats. Nous, c'est quand il y a une association, vas-y, tu veux 3 ballons dans notre carte, vas-y, etc. C'est fini ce temps-là. C'est fini ce temps-là. Il y a besoin d'être reconnu comme acteur et actrice politique, de manière à ce que l'Assemblée nationale, elle ressemble aussi à nos cœurs. Si on ne prend pas le pouvoir, comme les femmes l'ont fait à chaque titre dans l'histoire, eh bien, personne ne nous le donnera. Et c'est pas un truc, encore une fois, de politique, quoi que ce soit. Ce sera ouvert à tous ceux et toutes celles qui sont intéressés au quartier populaire. Mais dans l'acte, dans les axes de mobilisation, etc., il y a nécessité de se retrouver entre soi pour mener plus loin la bataille, là où les autres ne le font pas, tout simplement parce qu'ils sont prisonniers de leurs conditions existentielles. C'est l'existence qui détermine la conscience. Quand tu es homme, t'es pas femme, tu fermes ta gueule, en gros, c'est ça que tu veux. Et bien, c'est pareil. Quand tu connais bien en problématique de quartier, tu prends des notes et tu écoutes et tu avances avec le rythme qui est donné en face. Et c'est ce qu'on a voulu faire le 23, on va essayer de continuer, mais je vous assure que c'est pas facile. Je suis une des porte-parole du collectif Bassine, non merci, qui lutte contre les méga stockages d'eau à vocation agricole dans l'ouest de la France, où vous avez peut-être entendu parler, notamment le 25 mars, à travers cette manifestation qui a été une véritable boucherie et qui est vraiment la honte du maintien de l'ordre à la française le 25 mars à Sainte-Soline. Et c'est bien parce qu'aujourd'hui, sur Sainte-Soline, on a vraiment le sentiment qu'il y a un récit des dominants, un récit des oppresseurs, qui a vocation à faire tâche dans l'histoire, décisions qui peuvent être prises par un Darmanin Voldemort de son cabinet, quand il donne l'ordre en fait, de faire usage de 5000 bombes, de quads, de tirer des LBD des quads, etc. Nous, la première riposte au niveau du collectif citoyen Bassine non merci, ça a été justement de ne pas constituer d'association. Ça a été pour pouvoir lutter et pour pouvoir échapper à toutes ces mesures qu'on a listées, j'en donnerai d'autres exemples, de ne pas se constituer en association. Donc on a un collectif informel, transversal, et où grosso modo les organisations rejoignent les appels à mobilisation d'un coup sur l'autre. Donc on n'est pas membre ad vitam aeternam de Bassine non merci, on n'a pas de carte de membre ou quoi que ce soit, et notamment un des espoirs, un des éléments, c'est qu'on savait bien que ce sujet allait être très chaud et qu'un jour, dans l'histoire de notre lutte, il faudrait se poser physiquement, il faudrait résister, et que, évidemment, que les responsables associatifs seraient les premiers visés, qu'évidemment, les mesures de rétorsion sur les subventions, alors que ce soit à travers le CER, à travers, en effet, ce jeu de n'importe quelle collectivité qui peut décider de distribuer ou pas les bons points, ça nous aurait fragilisé. Du coup, on a adopté un fonctionnement, on est une somme d'organisations qui mettons nos moyens en œuvre et qui mutualisons dans le cadre de ces différents événements qu'on va organiser. Ça a quand même un inconvénient, c'est qu'on ne peut pas déployer tout le savoir-faire d'une association et tous les services, et se constituer, imaginer pourquoi pas la mise en place de salariat pour remplir une mission, etc. etc. C'est un tout autre fonctionnement qui est finalement très près de celui des soulèvements de la terre, qui est également constitué, c'est une association de faits, mais concrètement, il n'y a pas de responsable légaux, il n'y a pas de trésorier, etc. etc. Bon. La vie, c'est une petite association locale, basée à Chizé, dans les Deux-Sèvres, qui a une trentaine d'années, et qui est essentiellement constituée à Chizé. Il se trouve qu'il y a le CNRS de Chizé. Il y a tout un tas de chercheurs, plus de naturalistes pour le coup, qui connaissent très très bien la nature, l'eau, etc. Et qui ont constitué il y a une paire d'années cette toute petite association qui pour le coup a deux grandes fonctions, c'est de siéger dans les différentes instances, notamment de l'eau, et puis également, de temps en temps, quand il y a un petit peu d'argent, qu'il y a un peu de dynamisme, etc., c'est de créer un poste pour un peu coordonner les actions. Et là, en l'occurrence, depuis 1 an et demi, il y avait un poste d'animateur nature, parce que la PRI avait repris son activité de club nature, tout simplement. Et la PIB, depuis 6 ans, fait partie de cette association de protection de la nature, qui signe et qui organise à notre côté les différents rassemblements. Et donc, l'an dernier, Joël, qui est la présidente de l'API, a eu cet ainsi l'honneur d'être contacté par la gendarmerie pour lui signifier que un papier avait été trouvé lors d'un contrôle routier, un devis de toilette sèche, figurez-vous, devis de toilette sèche pour la manifestation qui venait dans les jours qui venaient. Bien sûr, ce simple élément, un devis, donc c'est même pas une facture, ça ne signifie pas que ça a été honoré, mais en plus c'est un devis qui était précédent au fait qu'on apprenne que d'autres manifestations seraient interdites. Et bien c'est cet élément factuel qui a justifié
qualité d'éléments, voilà, tangibles, justifiant l'application de l'API dans l'organisation effective de la manifestation, et qui, à partir de ce moment-là, s'est vu signifié par un responsable de l'éducation nationale qui pilote les fonds FONGEP, c'est des fonds autour de l'éducation populaire, pour signifier que d'une part, la subvention de 7 000 € ne serait pas reconduite, mais en plus, venait réclamer les remboursements des 3 000 € du prorata de l'année précédente, date à laquelle l'API avait appelé à manifester. Ce contrat d'engagement républicain se construit dans le cadre de cette loi séparatiste, et où la première cible évidente était les associations du culte musulman. Et qu'en effet, on n'a pas, et puis j'en étais pas, encore des lauriers dont je ne suis pas, qui ne m'appartiennent pas, peu nombreux ont été ceux qui ont résisté, peu nombreux ont été ceux qui sont venus se porter au profit de ces associations, peu nombreux ont été ceux qui ont vu le péril. Ça me fait penser à ce conte, hein, vous savez, où quand ils sont venus chercher les Noirs, je n'ai pas bougé, je n'étais pas noir. Quand on est venu chercher les musulmans, je n'ai pas bougé parce que j'étais plus musulman. Puis là, on vient de chercher les éco-terroristes, je vais en cahier des charges. On y regarde, c'est évidemment pas satisfaisant.